tellement beau. Donc, bienvenue à la session numéro 2, jour numéro 3, module numéro 4. Donc, j'espère que ça vous situe les coordonnées d'où on est. Je suis curieux de savoir, en commençant aujourd'hui, un peu vos expériences des derniers jours. Pas nécessairement ce que vous avez fait, mais un peu plus qu'est-ce que vous avez ressenti à regarder tout ce matériel, à parler avec les gens, à essayer de comprendre comment ça s'applique dans votre vie. Des commentaires? Non. J'ai adoré les entrevues. On a compris des choses, on a déduit des choses vraiment intéressantes. Il y a urgence d'agir. Ça, c'est le fun aussi. Fait que ça, comme il y a urgence, t'es motivé, tu rencontres plus de monde, tu sens plus l'urgence encore. C'est vraiment sweet. C'est une belle synergie, c'est vraiment cool. Et j'ai adoré ça. C'est drôle qu'une phrase comme Get out of the building de Steve Blank, ça peut créer tellement une révolution dans le monde des startups. Bravo. D'autres commentaires? Moi, ça rejoint un peu ton commentaire. Je ressens un souci, comme ça te ferait prendre conscience que, hop, peut-être que tu as oublié ce point-là, peut-être ce point-là. Fait que là, je ressens le souci qu'il faut que je check vraiment pour être certain de toutes mes choses, tous mes points de problème. Puis tu me fais penser aussi que en affaires, c'est rare qu'on a des moments de validation de notre idée. Validation dans le sens plus émotionnel. On travaille, on rush, on essaie de livrer, mais il n'y a personne qui va venir nous donner une tape dans le dos et dire « Oui, tu es sur la bonne voie ». Puis ça, c'est un autre aspect que j'adore de ce processus. C'est que, comme vous venez de dire, ça donne des idées, ça renforce le processus de penser que dire « OK, oui, on est sur le bon chemin ». Autre commentaire? Moi, en fait, j'arrive pas à sortir aucune problématique, d'où la raison pourquoi je suis dans le posté. Parce que, en fait, là, c'est juste. Moi, je pense que le problème, c'est qu'on a trop de segments, fait qu'on ne peut pas faire une problématique de notre produit parce qu'on ne sait pas. Eureka, tu l'as trouvé? Par contre, les hypothèses de base, surtout ce qu'on essayait de vendre, que j'essayais de faire la semaine passée, je pense que notre problématique un peu plus réfléchie est la même. Pour moi, ça confirme. Après 15 entrevues, ça confirme que le pain, c'est ce qu'on pensait, mais il est verbalisé. Mais sur ce qu'on veut faire plus tard, non, c'est juste pas où aller. Ça va mal? Non, ça va bien. C'est exactement, tu es exactement où tu es supposé être. Session 2, jour 3, module 4. Donc, et c'est parfait. Mais je suis moins angoissée. Oui. Ça doit Est-ce que Roxane va venir faire un tour? Elle faisait une offre d'achat ce matin. OK. Elle ne pouvait pas être là à 9h. OK. Mais j'aimerais ça qu'elle vive ça. Elle va être là à 10h. C'est parfait. T'inquiète, tu as donné un bon coup de 2 par 4. OK, c'est bon. C'est un risque. C'est chaud. Après ça, il faut qu'elle prenne le temps d'aller. Autre commentaire? Moi, les contacts que j'ai faits, c'était à 60% des gens que je connaissais déjà qui étaient dans le milieu, il y en a même qui avaient les premières versions du produit. Donc, c'est du monde qui ont du recul et qui ont d'autres problématiques que la mienne. Finalement, ils ne sont pas nécessairement. Ils ne focusent pas sur ce qui a été le produit puis ce qui devrait être. Ils focusent plus sur ce qui devrait être. Puis ils m'ont sorti des problèmes qu'ils ont dans leur environnement. Puis en plus, des environnements très, très différents. Il y en a un qui font ça d'anthropologie, qui n'a rien à voir qu'à priori de convertir, rien à voir avec la musique, l'audio. Mais lui, par contre, il y a une expertise que d'autres n'ont pas dans certains domaines. Donc, c'est une bonne palette, ces 6 personnes-là. Il y en a que c'était plus des contacts nouveaux, puis l'autre, c'était plus marché. Ça fait que c'était intéressant. Il y en a un qui est dans le marketing là-dedans. Est-ce que ça aide à. Moi, j'ai tendance à prendre des problématiques isolément et me concentrer là-dessus. Alors que l'intérêt, justement, de la technologie, c'est d'englober un certain nombre de choses puis faire un seul produit comme ça. Ça m'enligne dans ce sens-là. J'avais comme 2 avenues, la partie instrument et la partie studio. Puis en réalité, l'intérêt, c'est vraiment de gérer les deux. Bon.
puis la façon de l'expliquer, moi j'ai l'impression que ça devient un peu plus facile pour toi maintenant de commencer à expliquer la grande vision. Oui, parce que ça va moins de moi vers eux autres que d'avoir leur feedback à eux. Comme je te dis, il y a des gens là-dedans, ça fait 20 ans que je connais. Ça a été souvent, eux autres s'informent de ce que je fais. Bon, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ça comme dans l'autre sens. C'est pas mal intéressant. Avant, nous, on était un petit peu comme, on parlait pas trop du projet, on gardait ça flou, on voulait pas se faire voler notre idée ou quoi que ce soit. Puis avec l'approche du start-up, c'est non, parlez-en, allez voir, est-ce qu'il y a de l'intérêt pour les gens. Donc, moi, j'ai aimé quand même le retour des gens que j'ai questionnés. Tout le monde était comme, hey, c'est vraiment une bonne idée. Mais j'ai aussi aimé, il y a une place dans les acétates, je pense, qui ça dit, tu sais, même si les gens disent, hey, c'est une bonne idée, j'aime ça, ça va pas nécessairement faire en sorte qu'ils vont l'utiliser. Fait que c'est d'aller faire la distinction entre ceux qui disent, hey, ouais, c'est une bonne idée, mais je l'utiliserai pas, versus, hey, c'est une bonne idée, oui, j'en ai besoin. Oui. Fait que c'est là que ça va être intéressant d'aller dissocier un peu les vrais consommateurs potentiels versus ceux qui trouvent juste que c'est une bonne idée. Bien, je pense que vous êtes prêts pour ce qu'on va faire aujourd'hui, la partie sur le Customer Validation. Puis c'est pour ça que j'ai invité ma collègue Beth à venir vous parler aujourd'hui, parce qu'elle est une experte là-dedans. Et on travaille ensemble à monter des formations Startup Academy à Montréal aussi, mais je veux l'intégrer plus à ce qu'on fait ici à Québec. Puis c'est une excellente ressource par la suite de notre discussion aujourd'hui, si vous voulez avoir de l'aide vraiment dédiée dans le processus de validation du client. Donc, c'est pour ça que je vous le présente. Moi, de mon côté, ça a été 2 semaines vraiment remplies. La semaine dernière, j'ai testé l'approche Lean Startup avec des biotech. Puis je me suis rendu compte que l'outil fonctionne à merveille, même avec des chercheurs dans le domaine des molécules, puis des medical devices et tout ça. Donc ça m'a donné beaucoup de confiance à propos de l'applicabilité de cette méthodologie, quel que soit le domaine. Les principes sont toujours les mêmes. Il faut seulement bâtir ce que les gens veulent et peuvent et utiliser, puis qui vraiment fait une amélioration dans leur vie, de leur point de vue, au lieu d'essayer de vendre quelque chose. Puis aussi, un à côté, hier, j'ai participé à une consultation avec l'autorité des marchés financiers à propos du crowdfunding. Puis ça a soulevé d'excellentes questions aussi, parce que quand on va parler de la section sur le financement, je veux amener comment fonctionne le crowdfunding, les différentes avenues, puis qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir proche au Québec là-dessus. Moi, je garde quand même mes doigts croisés qu'il va y avoir de grandes avancées ici au Québec là-dessus. C'est pas vraiment légal, ici. Le equity crowdfunding n'est pas encore légal, mais il y a des changements récents qui font en sorte qu'on commence à s'approcher de ça. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire tout de suite qui ouvrent d'autres avenues pour aller chercher du financement. Aussi, j'ai un contact investisseur de Montréal, Seth Brownlee de Road Capital, qui sera ici. J'essaie de l'amener pour jeudi le 4 avril, pour qu'il partage avec vous sa perspective de l'investissement. Donc, je regarde à faire quelques changements dans l'horaire pour la session du 4 et 5 pour l'accommoder. Donc, ça va être encore le 4 et 5, mais le plan va changer un peu, mais on va couvrir tous les points qu'on avait à faire. Mais la semaine d'après, ou la session d'après, donc ça c'est le 18-19, je crois, avril, est-ce que quelqu'un a un calendrier devant vous? Oui. Le 19 avril, on me demande d'être à Montréal et j'aimerais avoir votre permission de changer le vendredi à mercredi. Donc, on ferait le mercredi-jeudi, le 17-18. Le conférencier est disponible. Ça, c'est beau. Puis, là, il faut juste valider que la salle est disponible aussi, mais je crois que oui. C'est le 19 que tu ramènes au 17? C'est ça. Bon, en fait, c'est 18. Le 18, tu ramènes au 17. Le 19. Non, le 18 reste la même chose. Ouais. Donc, le matin, le 18, c'est monter votre équipe de gestion, puis l'après-midi, c'est une pratique de pitch.
Puis donc le 17, le matin, ce serait Nicolas Sarp, la protection propriété intellectuelle, puis des pratiques de pitch. Puis je vais amener une conférencière qui est spécialisée avec les pitchs de TEDx pour venir vous parler comment rendre votre pitch vraiment intéressant d'un point de vue visuel et tout le packaging. Est-ce que ça fonctionne? Il faut vraiment que Roxane soit là pour ça. Oui. Sauf que probablement que le mercredi, ça va être impossible. OK. Mais ce que je suis en train de faire, et si vous avez vu sur le Basecamp, j'enregistre les sessions. Donc, c'est juste que j'ai pris un peu de retard à cause de ma formation la semaine dernière qui avait priorité pour les vidéos. Mais là, je suis en train de transférer les conférences et ça va être disponible par la suite, donc pour vos associés et par la suite. Mais c'est pas la même chose. Non. Oui. C'est le temps d'arriver qui fait le faire. Oui. Oui. Mais à part de ça, pour vous, est-ce que c'est correct pour le mercredi? OK. Donc, je vais demander, c'est Québec international qui a toujours le dernier mot là-dessus, parce que ça appartient à eux le cours. Donc, mais je crois que je vais être capable de leur persuader. OK, c'était ici. Pardon? C'était prévu ici à Guyane. Oui, ça va être ici. Puis le 4-5, ça va être à Québec international à Sainte-Foy. La prochaine. Oui. OK? Donc, ils sont connectés? Oui, c'est Startup Academy. Oh oui, je suis connecté, mais là, j'ai plus de connexion. C'est peut-être. Ça se peut-tu que ton réseau soit tombé? Si ça a tombé, c'est le réseau de l'INRS, mais Est-ce quelqu'un qui est tombé? Non, qui est non. connecté? Encore, je suis toujours dessus. Ah oui? je vais juste vérifier. Ah, ben, c'est pas le problème. Exactement. On voulait pas le dire. Pour moi, ben, On ma confirme. Bon, qu'est-ce qui se passe à matin? OK. Donc, ce que je veux faire pour la prochaine demi-heure, c'est passer à travers le contenu du module 4. Puis Beth va arriver vers moins quart. Et quand Beth arrive, c'est là que vous allez faire vos présentations de vos rapports, qu'est-ce qui est arrivé à date. Puis après ça, elle va aller dans sa partie. Et à partir entre midi et 14h30, nous sommes disponibles pour vous aider à monter votre validation board. Donc, maintenant, plus encadrer vos entrevues et une façon de planifier de manière systématique comment vous allez valider votre modèle d'affaires. Et cet après-midi, après que Beth part à 14h30, on va changer de gear un peu pour votre pitch aux investisseurs, que vous pouvez commencer à pratiquer, à monter. Puis, même si on a du temps, soit demain, mais surtout à partir de notre prochaine session, on va commencer à le pratiquer au moins 2 ou 3 fois chaque fois qu'on se rencontre. Puis, je vais mettre des sessions de pratique entre aussi, pour ceux d'entre vous qui veulent avoir un peu plus d'aide là-dessus. Donc, c'est ça, on y va. Moi, j'adore vraiment ce module-là, tester le concept d'affaires. Et pour revenir juste pour nous recentrer, ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est que vous ayez un produit ou pas. C'est de trouver le modèle d'affaires qui va faire en sorte que votre offre va répondre directement aux besoins des clients. Puis de faire en sorte que vous découvrez des éléments déclencheurs qui vont faire en sorte que les gens vont vous choisir. Donc, on découvre ça d'abord, ce qui va vous sauver beaucoup de temps, d'efforts et d'argent dans votre stratégie de marketing, dans votre stratégie de promotion par la suite. Puis aussi, si vous êtes en train de bâtir votre produit, ça vous aide aussi à prioriser les différents features, les différentes caractéristiques que vous voulez implémenter dans votre produit. Donc, apprentissage validé. Puis on va parler beaucoup de ça aujourd'hui. L'apprentissage validé, augmenter votre comptabilité de l'innovation. Innovation Accounting, qui est un terme qui revient souvent dans le concept du Lean Startup. Un startup est une institution humaine avec mission de livrer un nouveau produit ou service dans des conditions d'incertitude extrême. Mémorisez ça.
incertitude extrême. Le modèle, comment vous allez vendre ça, est vraiment inconnu. Dans chacun de vos cas, vous êtes en train de bâtir un nouveau marché. Pas juste un marché, pas juste ajouter un autre compétiteur à un marché existant. Donc, tout est hypothèse, puis j'adore ça, vous entendre parler d'hypothèse maintenant. Ça devient seconde nature pour vous. Fast fail. Pardon? Fast fail. C'est ça. Et fast learning, c'est ça qui est le plus important. Donc, c'est quoi le message que je peux retirer de chaque, soit échec ou résultat? Puis, c'est très facile d'essayer de livrer quelque chose à temps, dans le budget, dans l'échéancier, mais que ça passe complètement à côté des besoins. Il y a tellement d'excellents produits qui ont été bâtis, mais qui ne se vendent pas. Et on connaît des cas vraiment extrêmes aussi. Windows 8, excellent produit, mais ça ne passe pas. Pourquoi? Il y a quelque chose dans tout le projet du Windows 8, selon moi, qu'ils n'ont pas fait. Et je crois qu'ils n'ont pas fait une validation des besoins, une validation pour trouver c'est quoi qui va faire en sorte que les gens vont l'acheter. Puis d'avoir ça comme les principes de design avant de le sortir. OK, ça c'est ma chronique pour aujourd'hui. Mais moi, je pense que c'est un excellent exemple. Puis, donc, quelque part, pourquoi ça n'a pas levé? C'est parce qu'il y a des hypothèses qui n'ont pas découvert, qui n'ont pas validé dans le processus de monter ce produit-là. Puis ça, c'est un parmi beaucoup d'excellents produits qui n'ont tout simplement pas levé. C'est curieux, mais c'est pas une question de moyens, c'est pas une question qui n'ont pas fait des bêta aussi. C'est ça. Les gens qui font des bêta. Oui, puis... Ils n'ont pas tiré des... Puis ils savent, ils ont les cerveaux pour le faire aussi, mais il y a quelque chose dans le processus qui a passé à côté, qui a fait en sorte que là, ils sont dans le monde du mauvais signe noir. Donc... Mais d'après ce qu'on a au Web à Québec, ils ont parlé, les designers UX ont parlé pendant longtemps, puis ça semblait être des principes lignes, ça semblait avoir été bâti, l'interface en tout cas, sur des principes lignes, à les consulter. Donc, c'est pas au niveau du design, je pense que c'est vraiment plus au niveau du produit global qui n'a pas été étudié correctement. C'est ça. Donc, il y a quelque part dans le grand processus où est-ce qu'il y a des hypothèses qui n'ont pas été validées, ils ont pris ça comme étant la vérité, puis c'est pour ça que ça n'a pas levé. Puis c'est facile de le faire en rétrospect aussi. Des hypothèses, on s'entend que souvent on peut en sortir énormément, ne sont pas toutes pertinentes, ils n'ont peut-être pas toutes la même importance. Ça serait combien à peu près le nombre d'hypothèses idéales qu'on aurait à valider? Ça dépend de notre projet, puis ça dépend de l'importance des hypothèses? Ou Selon moi, c'est toujours un de plus. Toujours un de plus. Parce que ça va être l'hypothèse, en anglais, je dis, it's the unproven assumptions that make an ass out of you and me. Assume makes an ass out of you and me. Ça va être toujours l'hypothèse non validée. Quand ça ne lève pas, ça va être l'hypothèse non validée qu'on va pouvoir dire que ça a été la cause de l'échec. Mais en même temps, si c'est difficile à valider mon hypothèse, même que je ne suis pas sûre d'une hypothèse dans un segment précis, c'est complexe. Mais c'est une façon de penser maintenant. Au lieu de dire que je sais des choses, c'est je crois des choses. Juste ce petit changement-là, que je commence à entendre aussi dans la façon dont tu parles, maintenant comparativement il y a 3 semaines, tu vois la différence que ça fait. Là, tu es ouverte à voir, est-ce que c'est vrai ou pas? Tu es plus attentive aux conversations. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, toujours penser en termes d'hypothèse. Mais en nombre, pour la validation, dans le fond, c'est qu'on est toujours capable de valider une ou deux personnes, mais c'est pas garant. Au niveau statistique, c'est passé. Je connais, mettons, mon acheteur investisseur commercial dans la région de Québec. J'ai finalement eu 2 entrevues. Puis ça, c'est en 24 heures parce qu'on a pensé qu'on connaissait rien. Fait que déjà partant, pour commencer à avoir des hypothèses, il fallait jaser avec eux. Oui. Sauf qu'après ça,
c'est un cercle tellement fermé que personne ne nous parle. On n'a pas avoir un beau sourire, là, mais ça fait pas partie des choses qu'on... Est-ce que je viens de dévalider tout de suite mon peut-être? Possiblement, ou il faut aller chercher d'autres personnes. Comme dans le cas de produits web, comme vous êtes en train de faire, votre sample size, la grandeur de votre échantillon devrait être 300, 400, 1000 personnes pour commencer à avoir une bonne idée de votre marché, parce que votre marché, c'est 1000, 2000, 3000, 10 000, 100 000, 1 million et plus. Donc, du côté plus industriel, si vous avez une bonne échantillon de 20, 50 personnes, vous commencez à avoir une très bonne idée de votre marché, parce que votre marché est plus focusé, plus pointu. Mais plus le nombre est petit, plus le choix des contacts est biaisé aussi. Oui, puis on va en intérêt d'en avoir plus. Oui, puis Beth va en parler aujourd'hui de comment choisir cette grandeur d'échantillon. Est-ce que dans un processus de toujours, en voulant toujours se garder innovant, puis toujours en voulant, je pense que ça finit jamais, ça. Ça finit jamais. Et c'est pour ça que dans le livre de Lean Startup, Eric Ries met tellement d'importance sur le innovation accounting. Il y a des départements de comptabilité dans les entreprises qui comptent les sous, mais il n'y a pas de département de comptabilité de l'innovation et de l'apprentissage qui devrait être aussi grand, parce que c'est ça qui fait votre force, de toujours être un pas en avant des autres. D'être toujours à l'écoute, parce que le moment que vous allez sortir votre première version, il faut commencer à penser, OK, c'est quoi la deuxième version, c'est quoi la troisième version, et par la suite. Donc, oui, long answer short, c'est ça. C'est combien d'hypothèses? Ben, c'est toujours un de plus. Et en faisant cette écoute, en adoptant cette façon de toujours se remettre en question, ce que vous essayez de faire, c'est rester dans la zone de profit. Parce que ça, c'est toujours en train de changer. C'est jamais rond comme ça, c'est toujours des formes bizarres, puis c'est toujours en train de changer. Même vos ressources, vos moyens, votre savoir, vos capacités, ça, c'est toujours en train de changer aussi. Donc, votre zone de profit va se promener. Donc, et d'où l'importance de toujours se recalibrer pour rester dans cette zone-là. Sinon, vous allez tomber dans une zone où vous avez bâti quelque chose que vous aimez, mais il n'y a pas d'intérêt de la part de vos clients, de vos utilisateurs, ou vous êtes en train de bâtir quelque chose qui répond aux besoins des utilisateurs, mais où vous n'avez pas d'intérêt, vous n'avez pas de passion à le bâtir, ou le pire des cas, ce qui arrive beaucoup trop souvent, c'est que vous promettez quelque chose à vos utilisateurs que vous n'êtes pas en mesure de livrer parce que vous n'avez pas les moyens, les ressources, la technologie, l'argent, les personnes, le temps de bâtir. Donc, c'est toujours rester dans cette zone-là qui est toujours en train de changer. D'où l'importance de cette mentalité de validation continue. Le cycle d'apprentissage, c'est à la base du processus Lean. C'est la méthode scientifique appliquée à la recherche de modèles d'affaires. Je réécoutais un des vidéos de Steve Blank dans le train hier, puis ça m'a frappé que quand il parle de votre produit, le plus important n'est pas votre offre, mais c'est votre modèle d'affaires. C'est votre façon, votre système de créer, de livrer et de capter de la valeur. Et l'investisseur, c'est là-dedans qu'il investit. Il n'investit pas en vous, il n'investit pas dans votre produit, même s'ils disent qu'ils investissent dans l'investisseur. Je parlais avec un investisseur hier, je ne dirais pas son nom, mais j'ai dit, that's bullshit. Vous investissez pas dans l'entrepreneur. It's bullshit. Parce que si c'était vrai, vous investirez dans son éducation, dans sa formation, dans son accompagnement, etc., etc. Non, ils investissent dans un modèle d'affaires. Bien, ils investissent dans ce que le chercheur ou le promoteur peut produire.
Non. C'est le modèle d'affaires dans lequel... Parce que avoir une offre, c'est pas assez. L'offre, le produit, la technologie va seulement rester là, sauf si c'est utilisé par un utilisateur payant. Puis l'investisseur veut partager dans cette capture de la valeur-là, à la fin. Donc l'investisseur va vous juger sur la validité et la solidité de votre modèle d'affaires. Et c'est ça que vous montrez. Pardon? Qui a répondu? Ben, c'est une longue discussion qui continue. Je pense que c'est un peu les deux, parce que même si tu as un beau modèle d'affaires, ou même si l'individu peut t'amener à créer un bon modèle d'affaires, même s'il ne sait pas encore qu'il est capable de le faire. Parce que les habiletés pour... Mais qu'est-ce qui va dire que c'est un bon modèle d'affaires? Mais c'est parce que là, il va travailler dessus, ça, je suis d'accord. Oui. Il va l'aider à travailler dessus. Mais tu vois, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont prendre l'idée de la personne, qui vont inventer un modèle d'affaires. Ils vont le garder pour les habiletés qu'il a. Dans ce cas-ci, mettons, sa capacité à modéliser de la musique puis tout ça, c'est pas son modèle d'affaires qu'il va acheter, c'est sa tête qu'il va acheter pour avancer. Ça se peut qu'il mette tout à terre juste pour prendre ce qu'il est capable de faire avec ses habiletés. Mon expérience des VC, c'est pas ça. Peut-être au Québec. Mon expérience des VC au Canada puis en Amérique du Nord, ils investissent dans des modèles d'affaires. Ils n'ont pas le temps, et ce n'est pas leur travail de vous coacher, de valider le modèle d'affaires par la suite. Ils investissent dans votre projet parce que vous êtes prêts, le moment qu'ils mettent l'argent en vous, vous êtes prêts à ce moment pour créer de la valeur puis faire grandir votre entreprise. Le développement technologique et tout ça, c'est pas leur responsabilité à monter ça. Mais ils investissent tout dans le retour sur investissement ou le potentiel de retour sur Exactement. Puis le retour d'investissement vient sur le modèle d'affaires. C'est pour ça qu'on travaille tellement sur le modèle d'affaires ici. Puis le valider, puis de dire, quand vous arrivez au Dragon le 3 mai, vous allez pouvoir dire, voici le modèle d'affaires, la correspondance problème-solution a été validée de cette façon-là. 1, 2, 3, 4. Puis là, il va se réveiller et dire, OK, là, vous savez de quoi vous parlez. Il va sortir son carnet de chèques. Peut-être pas aussi rapidement que ça, mais il va vouloir le faire. Puis j'en ai vu. J'ai vu des pitchs où est-ce que j'ai vu dans le langage corporel de l'investisseur, il voulait tout de suite. C'est juste qu'il s'est retenu parce qu'il sait qu'il y a certaines étapes qui doivent être faites avant. Ce qui arrive, c'est que l'erreur que le promoteur peut faire de proposer son idée, d'abord et avant tout, de dire, ben, il y a un marché pour ça. L'investisseur, il y a des investisseurs qui font la même erreur aussi. Justement, celui, c'est pas ce qu'il va faire. Mais ils pensent, eux, qu'ils investissent la personne sur la technologie parce qu'ils font la même erreur, ben ça va se rendre. C'est ça. C'est subjectif. Oh oui, c'est certain qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne pensent pas de façon hypothèse non plus, puis doivent aussi, eux autres, faire une validation. Mais c'est ça qu'on essaie de créer, la méthode scientifique. Donc, on a une idée, on trouve comment construire plus vite. Construire quoi? Mais construire un test, construire une expérience, construire une façon de valider une partie de l'idée. On a un livrable, et du livrable, on mesure qu'est-ce qui se passe avec le livrable. Ça nous donne des données qui nous permettent d'apprendre, de retirer un résultat, un apprentissage qu'on applique pour modifier l'idée. Et ça devient un cycle à chaque semaine, à chaque jour, à chaque moment. Vous êtes en train de faire ce cycle-là. On va regarder aujourd'hui un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire, le déploiement continu, les 5 pourquoi. Ça, on va aller plus en détail, mais c'est de vous orienter dans cette façon-là. On a une idée, on crée un livrable pour le tester, ça nous donne des données qu'on revient pour modifier et améliorer l'idée. Et ce qu'on veut faire, c'est accélérer cette vitesse d'apprentissage, de faire autant d'expériences et de tests et de validations avant que vous n'ayez plus d'argent. Donc, quand on parle de votre runway, votre piste d'atterrissage, de piste de décollage,
vous voulez partir, décoller avec assez d'informations que vous avez intégrées dans votre modèle d'affaires, que ça commence à catcher, que ça commence à fonctionner avant que vous n'ayez plus d'argent. Puis après ça, vous créez votre propre revenu, puis ça grandit de cette façon-là. Bon, le Customer Validation. Puis on avait vu ça plutôt dans une des présentations, je pense que c'était sur le startup que j'ai présenté à la première session, mais c'est comme le processus de la validation du client, Customer Validation. Ça sert à répondre à 2 questions. Devons-nous construire ce produit? Et pouvons-nous monter une entreprise rentable autour de ce produit? Donc ça, c'est les 2 grandes questions qui doivent toujours être en avant-plan dans votre façon de penser. Devons-nous le construire ou devons-nous implémenter ce feature? Puis pouvons-nous monter une entreprise rentable autour de cette offre? Donc, c'est de créer des hypothèses de valeur. Est-ce que c'est important? Puis des hypothèses de croissance. Qu'est-ce qui va faire que la personne va adopter ce feature, ce produit, cet aspect-là? D'où je parle souvent de trouver les éléments déclencheurs qui vont faire en sorte que la personne va vous choisir et dire « oui, je le veux ». Puis c'est important, même quand vous êtes en train de parler avec votre client, dans vos entrevues, c'est de vous rappeler que, dans le fond, c'est vrai, le client ne sait pas ce qu'il veut, souvent. Le client veut une solution, mais il n'a pas nécessairement pensé, bon, voici comment je vais aller chercher la solution. En fait, il se contente de ce qu'il y a actuellement sur le C'est ça, c'est ça. Ça fait mal, mais ça ne fait pas assez mal pour que je change. Ou je me dis, je ne sais pas c'est quoi une solution, donc je vais l'endurer. Le client ne sait pas ce qu'il veut, mais le client connaît son problème, par contre. Exactement. Et ça, il faut Oui. creuser longtemps pour le faire parler. Oui. Les émotions, les tripes sortent, là. C'est pas long. Oui, et tu l'as catché. C'est exactement ça. Là, du moins, Oui. tu poses les bonnes questions, je pense. Oui, c'est ça. Donc, si vous posez la question « qu'est-ce que vous voulez ?», vous n'aurez pas nécessairement la bonne réponse, mais c'est exactement ça. C'est de savoir où est-ce qu'il y a le pain. Le client sait très rarement qu'est-ce qu'il est prêt à investir. Et ça, c'est une question quand je parle aux fournisseurs de services qui viennent me voir, puis une des questions qu'ils me posent, c'est « c'est quoi votre budget? Ou avez-vous un budget? » Non, j'ai de l'argent, mais je veux le garder pour moi. Je ne pense pas en termes de budget. Je ne suis pas encore prêt à acheter. Puis en passant, il y a un module qui manque en Fast Track, puis je vais le mettre sur le Basecamp. C'est tout le processus de l'achat. La mentalité de quelqu'un qui achète. Puis c'est un module que j'ai développé il y a un couple d'années qui est très, très réussi. Je vais mettre ça sur Basecamp parce que ça va vous aider à vraiment comprendre la psychologie de l'acheteur. Ben, excusez, je ne suis pas capable de faire un contact shift assez rapidement. Oui. C'est ça, c'est l'avenir. Ben, moi, c'est un organigramme, un flowchart, mais c'est la même chose. Quelques-uns, si vous avez fait un peu de background en marketing, vous avez peut-être connu ces concepts-là. Mais je vais mettre ça sur Basecamp parce que ça entre dans tout le processus de la validation. Ce que vous êtes en train en ce moment, c'est la partie découverte. Découvrir les 3 choses que vous avez besoin de savoir à propos du client avant de lui proposer une solution. Je l'ai mentionné un couple de fois. Les 3 choses, leur pain qui fait le plus mal, leur priorité numéro 1 en cet instant, ce qui leur garde réveillés la nuit, donc leur pain, leur définition de succès. Donc, Ils sont prêts à mettre comme action pour aller justement satisfaire leur priorité. ben, c'est ça. Puis ça, c'est la 3e. Donc, première, c'est le pain. Deuxièmement, la vision de succès. Donc, de leur point de vue, la vision de succès si ce pain-là était résolu, voici comment ma vie serait meilleure. Puis troisièmement, leur degré d'engagement pour passer à l'action.
Donc, leur pain, leur vision et leur engagement. Mais ça, c'est si tu as l'utilisateur, la peine, qui t'émet sa peine et le payeur aussi. Mais si le payeur il est ailleurs, il faut que tu ailles convaincre le payeur que la peine de son employé est valable. Et c'est pour ça que ça devient difficile, parce qu'il faut savoir ces trois choses-là pour chaque personne dans la chaîne décisionnelle. Les influenceurs. Et les influenceurs, puis ça, c'est... Des fois, on va pas c'est du client du client. Mm-hmm. C'est ça que tu veux dire? Oui, le client... Il faut chercher l'information du client de ton client. C'est Oui. capable de vendre. Exactement. Oui, puis du décideur, puis de l'influenceur, puis même le saboteur aussi. Ben, toute la chaîne. Là, toute la chaîne. Oui, donc, mais dans vos questionnements, c'est d'aller vraiment comprendre la situation de chaque personne, de tous les stakeholders de votre, que vous touchez avec votre solution, puis vraiment comprendre ces trois éléments-là. C'est quoi qui leur préoccupe, leur peine qui leur empêche de dormir le soir? C'est quoi leur vision de succès pour résoudre cette situation-là? Et troisièmement, leur degré d'engagement à faire quelque chose. Les gens, souvent, ont mal, mais ils ne sont pas motivés à changer. C'est la vie. Je parle des fois des 5 pourquoi, puis ça c'est venu, est-ce que c'est venu dans le Steve Blank? Mais les 5 pourquoi, dans le fond, c'est quand quelqu'un vous dit, OK, faisons un test. Donc, À vrai dire, il a parlé, Steve Blank, de ses 5 pourquoi dans la dernière, je pense, de sa vidéo. c'est ça. Moi, je l'ai marqué, mais il n'a jamais dit c'était quoi les 5 pourquoi. Oui, mais les 5 pourquoi, dans le fond, on va faire un petit test. Donc, pour venir ici ce matin, comment as-tu trouvé ça, l'expérience de venir au centre-ville? Tu veux pas savoir le topo. Pourquoi? Parce que ça me... je voulais le premier. Parce que ça m'a pris pratiquement 2 heures à m'emmener ici. OK. Et pourquoi ça t'a pris tellement de temps? Température, trafic, je sais pas, là, si c'est la normale, parce que la première semaine, c'était congé de school break. OK. Il n'y avait pas personne sur la route, mais là, un matin, c'était une autre histoire. OK. Puis, pourquoi penses-tu que c'était différent aujourd'hui? Je ne connais pas nécessairement OK. comment ça se passe généralement, parce que je ne viens pas ici à tous les jours. OK. Je pense que j'ai passé à côté. Mais en tout cas, je n'avais pas préparé cet exercice-là. Ça, c'est ma faute. En fait, on peut continuer. Mais c'est ça, toujours le pourquoi. Parce que les gens sont plus prudents à cause de la température. Oui. C'est plus lent. Puis, moi, j'aime utiliser les autres. Ça me perturbe ce que tu dis là, parce que la semaine passée, quand on faisait nos questions, on n'avait pas le droit de dire pourquoi. Parce que quand on demandait des justifications aux gens, c'était comme accusateur. Ça se fait mieux en anglais qu'en français, premièrement. Mais aussi, moi, je suggère d'utiliser les 6 questions. Les 6 questions ouvertes. Le qui, quoi, pourquoi, comment, où, quand. Mais toujours poser des questions pour aller plus loin. 5 niveaux de profondeur. C'est ça le message de ça. Mais en réalité, ton pourquoi, tu l'utilises pour complémenter ta question qui est qu'est-ce qui fait que? Oui. Là, il va te répondre, ouais, mais pourquoi eux? Oui. C'est là qu'il faut que tu le mettes, parce que sinon, souvent, ils vont. Moi, ce que j'ai vu, c'est dans les entrevues, les gens restent superficiels, puis en superficie, puis ils ne comprennent pas que la question que je pose est plus loin que ça. C'est quoi ton processus d'achat? Ben, écoute, j'ai demandé un courtier, puis là, on a signé, ça a pris 2 semaines. Je dis, non, mais tu as fait des recherches pour acheter, tu as fait ça. Ça, tu ne peux pas le dire de même nécessairement. C'est ça. Mais tu comprends le message. C'est ça. C'est d'aller 5 niveaux de profondeur dans la réponse. C'est ça le message des 5 pourquoi. Hi Beth, viens ici. Oui, bienvenue. Donc, et tu peux mettre ton manteau en avant. Il y a un garde-robe à côté de la porte. Puis tu peux venir t'installer. Donc, c'est ça, la validation du client. Mais c'est ça, c'est de vraiment comprendre la motivation, la question derrière la question, la réponse derrière la réponse. Parce que les gens, à première vue,
ils vont essayer de vous plaire. Puis Beth va aller plus en détail là-dessus aussi. Donc, le concept ici avec les étapes de la croissance, vous avez votre idée. On est vraiment à cette étape-ci en ce moment, de trouver votre technologie sur la solution pour quel problème important. Le problem solution fit, la correspondance problème-solution. Et la correspondance problème-solution est vraiment clé. Votre offre est une solution du problème prioritaire du client. C'est ça qu'il faut démontrer avec des faits, avec de l'information. Que vous avez identifié le plus grand pain dans votre domaine d'intérêt et que votre solution est capable de résoudre ce pain-là. Et le but de trouver la correspondance problème-solution, c'est de trouver les caractéristiques de votre produit minimal viable, votre MVP, votre version numéro 1, la version que vous allez lancer sur le marché, qui va faire en sorte que les gens vont commencer à l'utiliser. Puis si cette recherche est bien faite, le moment que vous allez lancer votre MVP, ça va commencer déjà à être adopté par le marché. Donc c'est ça que vous êtes en train de définir en ce moment avec vos recherches. Il y a un processus très intéressant. On parlait tantôt de faire des entrevues avec plusieurs personnes. Et c'est pour trouver dans toutes ces personnes, c'est qui un petit groupe de clients qui disent que oui, j'ai absolument besoin d'avoir une solution pour ce problème-là. Donc, vous parlez avec beaucoup de personnes pour commencer à comprendre c'est quoi le problème. Et un sous-groupe, vous pouvez l'appeler un focus group si vous voulez, mais ça devient un peu votre groupe de référence. Donc, eux autres disent, quand il y a 15, 20 personnes, 12, 15, 20 personnes qui disent, il faut absolument qu'on ait une solution pour ce problème-là. Là, vous savez, vous commencez à être sur la piste d'une bonne correspondance problème-solution. Puis, ce petit groupe veut avoir votre solution. Commence à comprendre commence à comprendre votre vision. Et dans ce groupe, il y a un sous-groupe de 5 ou 6 premiers utilisateurs, des early adopters, qui sont prêts, qui veulent participer avec vous à valider la solution. Et avec ces gens-là, vous êtes capable de trouver une fonctionnalité pour laquelle ils sont prêts à payer. Donc on a maintenant des métriques pour vous aider à trouver une correspondance problème-solution. Et Beth va aller plus en détail là-dessus tantôt, mais je voulais amener l'idée. C'est les early adopters, à mon expérience, à moi, ceux qui sont les plus loquaces. Oui, et c'est exactement ça. Ils vont parler de vous. Oui, ça devient votre la façon pour vraiment travailler sur votre alpha, pour justement sur votre produit minimal viable, pour s'assurer que ça répond au cœur du problème que vous adressez. Oui, parce qu'il faut que tu aies un bon produit pour qu'ils deviennent tes évangélistes, ces autres-là. Oui. Puis le bon produit doit avoir une fonctionnalité. Seulement qu'une. Oui. Puis vraiment minimiser les autres fonctionnalités autour. Puis je fais référence toujours à Beth parce que c'est pour ça. Elle va aller plus en profondeur là-dessus, mais je voulais. C'est important de penser. Le MVP, c'est vraiment minimal. C'est une chose que ça fait, puis ça le fait de façon extraordinaire. Spontanément, par exemple, les early adopters, c'est pas eux qui vont amener le produit minimum. Parce qu'eux, en réalité, il faut plus les filtrer parce qu'ils en veulent tellement que... Oui, mais avec vos recherches, avec la plus grande communauté que vous êtes en train avec qui vous êtes en train de parler, vous allez être capable de faire le filtrage pour trouver cette fonctionnalité primaire-là. Et c'est très intéressant parce que l'exemple par excellence, c'est Instagram. Instagram, c'est quoi qui a fait en sorte que ça a valu $1 milliard? User base.
Le user base, puis le user base est venu comment? Avec une fonctionnalité. On fait filtrer des photos. Même pas. Même avant ça. La première fonctionnalité de Instagram, Instagram a été une des premières applications à pouvoir faire en sorte qu'on pouvait partager facilement des photos. Avec un clic, on pouvait le mettre sur Facebook, Twitter, ces choses-là. Et les filtres sont venus par la suite et c'était des fonctionnalités qui sont venues par après. Mais cette fonctionnalité primaire de partager des photos, c'est ça qui leur a permis d'aller chercher leur install base. Pardon? Oui. Et c'est ça qui a valu $1 milliard. Donc, c'est ça que vous voulez trouver. Et c'est tellement critique au début de trouver cette correspondance problème-solution pour déterminer c'est quoi la fonctionnalité ou vraiment le cœur qui va faire en sorte que vous allez vous démarquer des autres. Tu sais, je trouve ça le fun, Instagram, se démarquer des autres, mais en réalité, c'est pas très rentable comme produit. Les vues. C'est ça. Oui. Pourquoi il vaut $1 milliard, puis que le monde investit là-dedans, quand en réalité, c'est comme un peu quick shot. Il n'est pas vraiment rentable. Une fois qu'il a été acheté, il a été acheté. Mais le modèle d'affaires, là, ça va au-delà. Un exemple n'est pas nécessairement un exemple typique dans tous les aspects. Mais je veux parler de la fonctionnalité. Leur objectif à Instagram, d'abord, eux autres, ils ont pris la stratégie d'aller chercher beaucoup d'utilisateurs, puis après ça, on va trouver une façon de les rentabiliser. Puis ils l'ont fait. Ils ont cherché beaucoup d'utilisateurs, puis chacun des 12 ou 15 employés d'Instagram sont devenus des multimillionnaires instantanément. Donc, ils l'ont fait. Oui, sauf qu'en même temps, c'est qui a investi au départ là-dedans, c'est qu'en réalité, il n'y avait pas de business model. Leur business model, il y a, comme j'ai mentionné, il y a deux stratégies fondamentales. Il y en a un qui dit bâtir le revenu en même temps que vous bâtissez les utilisateurs. Et l'autre qui dit aller chercher beaucoup d'utilisateurs dès le début, puis après ça, vous trouvez une façon de les rentabiliser. Donc Twitter et tout ça. Puis on va en parler de ça dans le module du financement. Mais dans chaque cas, vous avez besoin d'aller chercher beaucoup d'utilisateurs. Et c'est ça le but du MVP. Oui, mais c'est pour ça que je me questionne, parce que nous autres, ça serait ça, si on y va avec la main. Oui, mais vous avez quand même besoin de trouver la correspondance problème-solution. De trouver c'est quoi l'élément déclencheur qui va dicter la fonctionnalité primaire qui va faire en sorte que les gens vont l'adopter rapidement. Donc, le MVP, cette façon de fonctionner, est autant valide que vous voulez aller chercher beaucoup de monde ou beaucoup d'argent ou les deux. OK? Quand tu t'adresses dans le B2C, je comprends. Dans le B2B, je comprends un peu moins. Parce que quand tu t'adresses à des entreprises, ils veulent avoir des solutions beaucoup plus complètes. Puis, je comprends quand même le principe du MVP. Là. Sauf que notre exemple à nous, on travaille sur un ERP. Puis, ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus. Le concept du MVP, on l'a eu initialement aussi. OK. Mais tu te ramasses que. Je veux t'arrêter. On en veut tout le temps plus. Ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? 5 ans. Trop longtemps. Et c'est ça votre problème. Vous n'avez pas fait d'itération dans votre cycle d'apprentissage. Vous êtes bloqué dans votre cycle. Pardon? On pourra en reparler parce qu'il y a quand même une croissance liée à ça aussi depuis 5 ans et ainsi de suite, mais je veux dire, je pense pas qu'en une phrase, on soit en mesure d'arriver à ce qu'on fait. Mais c'est de. Je veux juste essayer de saisir un peu. C'est la même chose. C'est la même chose. Et vous allez vous démarquer à cause d'une fonctionnalité, une façon de répondre à un pain très spécifique du client qui va faire en sorte que vous le faites mieux que les autres, vous le faites plus vite, comme toute la colonne des value proposition. Puis vous le faites tellement mieux, vous livrez tellement mieux cette value comparativement à tous les autres que vous devenez la référence. Puis c'est ça qu'on essaie de trouver. Comment faire en sorte qu'il y a vous puis tous les autres.
Puis c'est difficile. Je comprends le principe. Puis c'est autant en affaires. Parce que quand tu regardes tes compétiteurs aussi, qui ont des solutions, qui ont 800 features, je suis désolé, pas arriver avec un feature qui va te faire remplacer ta solution en 800 features qui gère ta visite au complet avec un outil de saisie de temps. Mais il y a combien de ces 800 features-là qui servent réellement, puis combien de ces gens-là qui s'en servent? Pas mal. Au complet, les 800 sont au C'est jamais au complet, on s'entend. Sauf que, tu sais, je veux dire, quand tu rentres dans une business, si tu veux remplacer avec une solution centralisée, le concept de centraliser et d'intégration, c'est d'avoir le plus possible des affaires ou des fonctionnalités dans ta plateforme. Fait que c'est bien beau d'arriver avec des fois de révolutionnaire, puis je comprends le principe, là, c'est pas que je comprends pas le principe. Sauf que si tu veux remplacer, puis tu veux régler des peines qu'on a mesurées puis qui sont valides à date, ça prend une intégration. Puis intégration avec un feature, tu n'y arrives pas. Là. Il va y avoir une grande force. Vous allez être super bon en quelque chose. Ça, j'achète. C'est ça qu'on essaie de trouver. D'accord. Oui. Mais si ça fait 5 ans que vous développez, on a besoin de parler. Non, ça fait pas 5 ans qu'on développe sans lancer. Oui. On a développé 8 mois, on a lancé client, continuité, d'autres clients. C'est un processus créatif quand même. Là. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde, puis à force d'apprendre plus à propos de ton projet. D'accord. La vendeur, est-ce que c'est une bonne idée nous autres, on voulait catégoriser nos hypothèses, les mettre dans des différents buckets pour, mettons, que ce soit plus facile à valider ou à comprendre, pour pas que ça s'entrecoupe. Si tu parles du mail UI de bord, UX, ton back-end, Ça, je vais décliner à Beth pour en parler plus tard dans sa partie aussi. Puis, je ne veux pas aller trop dans le how-to avec ça. Là, je regarde rapidement parce que je veux maximiser le temps qu'il est ici. Je pense qu'avec ça, on a assez pour faire la transition à la présentation de Beth. Puis bien sûr, vous pouvez regarder tout le reste. On va revenir cet après-midi aussi. Je veux compléter l'autre partie sur la correspondance produit-marché. Mais anyway, la gestion du temps, c'est toujours un challenge. Là, on a 2 choses qu'on a à faire. Premièrement, votre présentation de où vous êtes en ce moment avec vos Canva. Moi, je pense que ça serait bon. Est-ce que tu es ouverte avec ça? OK? Oui. Puis ça va permettre à Beth de vous connaître. Donc, et étant donné que vous êtes 8, vous êtes le plus grand groupe maintenant qu'on a eu avec Fast Track, je vais être très, très sévère sur le temps. Je vous donne 3 minutes exactement, ce qui laisse 2 minutes pour une question, un commentaire de feedback, soit de Beth ou de moi. Et ça nous permet de finir à temps pour lancer dans la prochaine partie. Puis, de toute façon, pendant l'heure du midi et tout ça, on pourra aller plus en détail. Ça va? OK? Moi, je passe en dernier, j'attends 40. OK.